Jean-Yves et bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Alors, donc je suis ravi d'être là pour la 12e fois consécutive. Et il se trouve que cette année, c'est un petit peu un retour aux sources pour moi, puisque j'ai démarré ma carrière, ma thèse de doctorat portait sur la chimie des colloïdes. Et donc, je me retrouve maintenant, oui, la thèse de doctorat c'était en 80, donc presque 34 ans après, à vous reparler de ça. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas quitté parce que je l'enseigne couramment. La chimie des colloïdes est très importante pour les milieux industriels. Il y a beaucoup de procédés qui utilisent des colloïdes, donc en faculté de chimie on en parle. Mais évidemment, les colloïdes nous introduisent aussi à un nouveau monde qui est le monde de la vie. En effet, on verra tout au long de l'exposé que le colloïde a cette caractéristique, c'est qu'il naît et il meurt. C'est-à-dire qu'on peut tuer un colloïde comme on tue un être vivant. Alors évidemment, quand vous tuez un colloïde, vous n'allez pas en prison. Mais sachez bien que le colloïde, c'est le premier pas vers la vie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à comment la vie est apparue sur Terre, sur cette planète, on sait aujourd'hui, souvent toute probabilité, que c'est sous une forme colloïdale. C'est la toute première condition pour pouvoir commencer à émerger d'une matière inanimée, et que cette forme colloïdale, elle a un milieu préférentiel qui est l'eau. Et donc, c'est bien pour ça qu'aux Journées toulousaines de l'eau, Jean-Yves m'a demandé un petit peu d'évoquer ça. Donc on est un petit peu à la marge de l'eau, parce qu'on ne va pas parler d'eau pure, mais d'eau qui contienne des choses. Cette eau qui contienne des choses, vous avez par exemple un exemple ici à droite, c'est-à-dire qu'elle acquiert des propriétés relativement intéressantes. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les gels. Si vous avez tous vu un miel couler, eh ben c'est déjà un bel exemple de à quoi ressemblent ces milieux colloïdaux. C'est-à-dire qu'ils ont de la viscosité, voire même ils peuvent ne plus couler du tout. C'est-à-dire qu'on peut les manipuler comme des solides. Alors qu'ils sont faits à 99,999% d'eau. Mais pas en nombre, en poids. C'est-à-dire qu'on peut structurer l'eau avec la matière colloïdale. Et lorsqu'on a cette eau-là, en fait, elle se trouve un petit peu partout autour de nous. Avec Rodolphe Forget qui est ici, on l'a appelé l'eau morphogénique. Donc ça, on y reviendra à la fin, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a fait dans ce domaine-là. Et il est important d'utiliser un nom pour cette eau, parce que si vous dites colloïde, les gens, ils vont pas très... On va dire, ouais, bon, ça colle, c'est pégueux. Il vaut mieux avoir bien conscience de l'existence de cette eau. Alors, l'autre chose qu'on va voir, c'est que, évidemment, tout ça, ces propriétés de colloïdes sont étroitement liées à quelque chose qui est représenté à gauche, c'est-à-dire les charges électriques. Et donc, les colloïdes sont aussi sensibles aux champs électromagnétiques, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un colloïde, non seulement vous avez une matière qui est vivante, mais vous avez aussi une matière qui peut absorber et utiliser le rayonnement à cause de leur charge électrique, qui est une caractéristique de la plupart des colloïdes, pas de tous, mais disons de la plupart des colloïdes qu'on trouve dans l'eau. Alors, je vais vous parler du Big Bang, mais le Big Bang, c'est pas celui auquel vous pensez, c'est le bit, atome, neurone et gène. C'est-à-dire, c'est la tendance qu'a la science moderne aujourd'hui à aller vers les petites échelles. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu le monde, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus technologique, et ce monde technologique, il fonctionne dans deux directions. Vous avez ce qu'on appelle une direction qui est la voie ascendante, que les Anglais appellent la voie bottom-up, qui consiste à partir de petites choses, typiquement des atomes et des molécules, et à les assembler pour faire des grosses choses, c'est-à-dire les objets que vous allez utiliser. Et il se trouve que les colloïdes se trouvent juste après les molécules, c'est-à-dire c'est là l'étape qui est non moléculaire, mais qui n'est pas encore l'étape macroscopique.
Il y a une autre tendance que vous connaissez tous, c'est la tendance à miniaturiser. C'est-à-dire que vous partez d'un gros objet et vous lui faites par exemple des trous ou vous lui changez sa structure pour aller jusqu'à l'échelle du nanomètre. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie top-down, c'est-à-dire la voie descendante, où vous partez d'un système macroscopique et vous le réduisez sa taille. Alors évidemment, quand on fait ça, on arrive aussi sur les atomes et les molécules lorsqu'on a réduit indéfiniment la taille, et on va trouver les colloïdes là aussi quelque part à la frontière entre les objets macroscopiques et les atomes et les molécules dans la voie descendante également. Alors cette chimie colloïdale, elle s'appelle aussi, si vous lisez les journaux, aujourd'hui on lui a changé son nom. On ne l'appelle plus chimie colloïdale parce que ça fait trop grand papa. Il faut savoir que la chimie des colloïdales a été très étudiée au début du XXe siècle. C'est-à-dire que sur quasiment 100 publications, il y en avait 90 qui étaient consacrées aux colloïdes. Et passé les années 1930, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que maintenant, si vous trouvez une publication sur 100 qui traite de colloïdes, c'est beau. Et par contre, on a changé le terme, on appelle ça maintenant de la nanotechnologie. C'est-à-dire que partout où vous entendez ce terme nanotechnologie, en fait, on fait référence à un colloïde. Mais on ne veut pas utiliser ce mot qui fait un petit peu trop vieillot. Alors, si vous regardez le petit tableau que j'ai mis là pour que vous ne soyez pas perdus, nano, on est donc à 10-9 mètres. C'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Alors, 1 milliardième de mètre, c'est tout petit. C'est-à-dire que ces colloïdes, en fait, vous n'allez pas pouvoir les voir et les toucher en tant que tels. Pourquoi? Parce que vos doigts sont beaucoup trop gros. Donc pour ça, il faut des outils spéciaux, si vous désiriez les voir. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on ne les a pas vus. C'est-à-dire on se contentait de les caractériser par des propriétés caractéristiques. Mais c'était impossible de les voir. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut les regarder et les observer.